de Calataï, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Bienvenue chez vous à nouveau, puisque vous êtes ancien de l'université, donc diplômé d'économie. Vous êtes également diplômé de la très prestigieuse London School of Economics et votre carrière est très riche, très dense. Vous avez occupé divers postes à la Banque nationale, au FMI à Washington. Vous avez été chef de cabinet adjoint du Premier ministre et également du ministre des Finances. Donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir pour débattre avec vous de quelques petites questions. Alors peut-être pour commencer, il y a près de 10 ans éclatait la crise de l'immobilier américain avec les conséquences que l'on sait. Comment va le monde actuellement? Est-ce que l'économie se porte mieux? J'ai envie de répondre que le monde ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Il y a de la croissance, elle n'est pas extraordinairement soutenue, mais il y a de la croissance. Et donc aujourd'hui, on crée plus de valeur ajoutée qu'avant l'éclatement de la crise financière. On peut penser aussi que du point de vue de l'ensemble de la planète, il y a des gens qui échappent à la pauvreté. On est en avance par rapport à certains objectifs de lutte contre la pauvreté, les objectifs dits du millénaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien à tous égards. La croissance n'est pas un indicateur parfait du bien-être de la population. Mais globalement, le monde va bien. Mais en même temps, le monde est dans une période de croissance plus faible. Et donc, on doit accepter que nous soyons en croissance, alors qu'il y a beaucoup de discours négatifs. Mais cela vient du fait que cette croissance est plus modérée. Et je pense que cette croissance modérée, c'est quelque chose avec laquelle il va falloir apprendre à vivre. Et est-ce qu'on n'a pas finalement actuellement affaire à une situation un petit peu virtuelle avec une économie qui est soutenue à bout de bras, que ce soit par les gouvernements, via leurs dépenses? Évidemment, ils sont très attentifs à ces déficits et ces dettes actuellement, mais aussi les banques centrales qui ont, on a l'impression, usé toutes leurs cartouches. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire face à un nouveau choc, un choc d'une même ampleur que celui de 2007? Pour partie, l'activité économique d'aujourd'hui est effectivement soutenue par des stratégies, des politiques économiques dont on peut penser qu'elles ne sont pas soutenables. Il faut comparer à la situation d'avant l'éclatement de la crise de 2007-2008. Là, il y avait aussi des mécanismes non soutenables qui favorisaient l'activité, notamment dans l'octroi de crédit, dans ce qu'on appelait l'effet de levier des banques, mais aussi dans certaines orientations budgétaires, dans des dérapages macroéconomiques, des divergences entre pays industrialisés, des creusements de déficits commerciaux. Donc, il y avait des non-soutenabilités à l'époque, et il y a aujourd'hui encore d'autres non-soutenabilités. Donc, ça ne veut pas dire, quand on dit que le monde va mieux que jamais, qu'il est à l'abri de tout danger. Non, il y a des facteurs de risque et très certainement que l'arsenal qui a été mobilisé aujourd'hui pour soutenir l'activité s'accompagne d'effets potentiellement néfastes, dangereux. Donc, nous vivons une époque intéressante, un peu stressante, très certainement. Ce qu'il en serait advenu si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait, nous ne le savons pas. C'est le propre de nos sciences. Nous ne disposons pas d'un contrefactuel. Nous ne savons pas déterminer avec certitude ce qu'il en aurait été. J'ai l'intime conviction que ce que nous avons fait depuis la crise va dans la bonne direction, que ces politiques monétaires extrêmement accommodantes sont une bonne chose. On s'est montré un peu trop dogmatique sur le plan budgétaire dans les premières années de réaction à la crise. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là. Globalement, nous sommes donc aujourd'hui, et c'est bien de le dire dans un cénacle universitaire, plus riches des enseignements que nous avons su tirer de ces crises. Et donc je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à l'excès. Concernant justement le rôle de l'État, pour revenir sur ce point, je pense qu'en effet, on s'est peut-être montré un peu dogmatique sur la question des dettes et des déficits publics. Il y a certaines études qui mettent en avant le fait que le niveau d'investissement public est aujourd'hui à des niveaux historiquement bas. En Belgique, on en voit les conséquences quasiment au quotidien. Est-ce que cela signifie qu'à l'avenir, on doit s'attendre à ce que l'État revienne en force, stimuler l'économie via ses dépenses? Je pense que nous devons nous préparer à la fois à un retour et à un retrait de l'État. Je m'explique.
Je pense que sur le plan de la réglementation, nous avons connu des excès de dérégulation que l'on fait aisément remonter aux années Reagan et aux années Thatcher, qui se comprenaient parce qu'elles-mêmes venaient en réaction à des années, notamment en Angleterre, les années 70 avaient été loin d'être glorieuses. Donc nous avons eu des phénomènes de dérégulation, de déréglementation. Il y a un domaine aujourd'hui qui attire particulièrement l'attention des macroéconomistes, c'est dans la lutte contre la cartélisation. Aujourd'hui, il apparaît que nous sommes trop indulgents par rapport à ces entreprises qui ont tendance à se coaliser pour obtenir des situations dominantes sur les marchés et de moins bien servir de ce fait l'intérêt des consommateurs et l'intérêt de la cause économique. Donc il faut un réinvestissement de l'État dans certaines fonctions de ce type-là. On pourrait penser aussi à un réinvestissement dans des fonctions régaliennes et nul besoin d'illustrer le propos dans les circonstances dramatiques que nous avons connues. Mais en même temps, nous n'aurons pas les moyens budgétaires pour envisager que l'État puisse faire beaucoup plus. Nous le savons que nous allons être confrontés au défi du vieillissement, et cela dans un contexte de dette publique élevée, des dettes publiques qui sont d'autant plus lourdes à assumer que nous n'avons pas de croissance économique et pas d'inflation. La croissance et l'inflation, normalement, ça vous aide à rembourser sans douleur votre dette. Mais quand vous n'avez pas beaucoup de croissance et vraiment pas beaucoup d'inflation, vous ne pouvez pas compter sur ce phénomène-là. Donc la dette est plus pénible, elle est plus lourde à porter. Nous avons en plus le vieillissement, donc penser que l'État va demain pouvoir refinancer significativement les routes, les écoles, les que sais-je, je ne crois pas qu'on puisse l'espérer. Ceci dit, il est vrai que nous avons, sur le plan, mais c'est plus technique, de la comptabilité de nos finances publiques, un déficit grave. Nous considérons aujourd'hui que dépenser 1 euro pour acheter un crayon, c'est comme dépenser 1 euro pour construire un mur. Alors que le ménage sait bien que quand il achète un crayon, eh bien, quand le crayon, on ne sait plus écrire avec, il faut en acheter un nouveau. Il y a une dimension de consommation que l'on n'a pas dans les briques qui sont là pour rester. Donc la comptabilité public aujourd'hui pénalise l'investissement, mais même si nous corrigions ce phénomène-là, ne rêvons pas, nous n'aurons pas demain des marges budgétaires plantureuses. Alors, je crois comprendre dans ce que vous dites qu'on est confronté en Europe et singulièrement en Belgique à de nombreux défis. Vous avez mentionné le vieillissement, la question de la dette, l'éducation, etc. En Belgique, finalement, est-ce que toutes ces questions sont correctement gérées par l'État? Est-ce que, parce que évidemment la question va tôt ou tard se poser, est-ce qu'on ne dépense pas trop d'énergie dans l'institutionnel qui a été certes mis un petit peu au repos, mais dont on sent qu'il ne faudra pas grand-chose pour qu'il revienne au galop? Alors, on quitte ici peut-être le champ de l'économiste et on s'aventure sur des terrains plus politiques avec lesquels l'économiste doit être prudent. Il peut en parler, mais à ce moment-là, sans un titre d'expert, simplement comme simple citoyen. J'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a une observation intéressante. C'est que nous avons eu en Belgique un changement radical dans la composition de l'équipe dirigeante. L'orientation dominante aujourd'hui n'est pas celle du gouvernement précédent. Ça se traduit par des inflexions significatives. Mais en même temps, on voit bien que la vie économique et sociale en 2016 n'est pas radicalement différente de ce qu'elle était avant les élections de 2014. Donc ça montre qu'il y a une continuité. Et au-delà de cette continuité, je crois que l'État belge doit certainement manquer d'efficacité ici ou là, mais globalement, il fait un boulot qui est de l'ordre de ce qui se fait en moyenne dans les services publics. Il y a bien un domaine pour lequel j'aurais une sévérité particulière, c'est le monde de l'enseignement francophone, qui très clairement, sur la base des études d'étalonnage international, montre que nous consacrons beaucoup de moyens pour des résultats de piètre qualité. Donc il y a là, par rapport à l'enseignement fondamental du côté des francophones, un vrai problème d'inefficacité dans l'usage des moyens. Il faudrait donc là changer radicalement la donne. Mais fort heureusement, il y a un mouvement, ce pacte pour l'excellence, qui semble aller dans la bonne direction.
Mais oui, nous avons en Belgique un État important, un État qui est loin d'être parfait. D'autres se plaindront de la justice, d'autres se plaindront, et ils auront raison, de l'état de nos prisons, qui est une insulte aux droits de l'homme. Mais de là à penser que nous sommes les plus mauvais dans tout et que demain, avec un autre patron de l'administration, tout ira pour le mieux, non, ce serait de nouveau céder à une tentation trop facile. Et prenons un petit peu de hauteur, Étienne de Calataï, l'Europe. On a un petit peu le sentiment ces dernières années qu'elle a perdu un peu de son lustre. On a le sentiment qu'il y a une crise, bon, d'abord économique, mais également sociale, politique, culturelle. On l'a bien vu avec la crise de la dette et les problèmes en Grèce notamment. Il y a aujourd'hui les débats sur l'immigration. Comment est-ce que l'Europe peut encore peser au niveau mondial face à toutes ces difficultés? L'Europe est pour moi un des, si pas le plus beau des chantiers humains du XXe siècle. On sait que se coordonner, ce n'est pas facile. Beaucoup de couples ont déjà du mal à se coordonner à deux, vous imaginez. Donc, faire des choses ensemble, et c'est ça que nous cherchons à faire avec l'Europe, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est un projet extraordinaire. Aujourd'hui, le constat est malheureusement sévère. Nous connaissons la phrase de Jacques Delors, il voulait que l'Europe soit une bicyclette, constamment en mouvement, mais il ajoutait dans sa pensée qu'il fallait être en mouvement parce que sinon, si nous n'avancions pas, nous tomberions. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous faisons du surplace, nous faisons à certains égards marche arrière en Europe. Nous avions pris des dispositions en matière économique et financière, de convergence, les traités de Maastricht et toutes ces choses-là. Nous ne respectons pas nos règles. Nous avions pris des engagements de non-financement monétaire des États. Nous ne tenons pas nos engagements. Avec Schengen, nous faisons des coups de canif aujourd'hui dans les accords signés hier. Avec le Brexit, nous aurons peut-être la sortie d'un membre, quelque chose que nous n'avons jamais vu. Donc, à certains égards, on peut caractériser l'Europe d'aujourd'hui comme étant à Echternach. En fait, elle doit forcer de faire un pas en arrière, avec l'espoir que ce soit pour faire 2 pas en avant demain. L'Europe, puisque c'était votre question, elle ne pèse pas sur le plan planétaire. Soyons de bon compte, l'Europe est restée un nain sur le plan international. Alors qu'elle pourrait être une source d'inspiration, parce qu'avec l'Europe, on pense les droits de l'homme, on pense les Lumières, on pense à un équilibre entre des préoccupations d'efficacité économique et de justice sociale. On a un niveau de qualité de vie qui doit susciter l'admiration. Et donc on pourrait avoir tout cela, mais non, aujourd'hui, l'Europe, notamment parce que sa politique étrangère est inexistante, parce qu'elle n'a pas d'armée. Aujourd'hui, sur le plan international, l'Europe ne pèse pas, parce qu'il y a trop souvent des agendas particuliers. C'est M. Cameron qui aime bien s'entendre avec le président américain, ou qui veut marquer le coup avec tel président chinois. Et si ce n'est pas M. Cameron, ce sera M. Hollande ou Mme Merkel. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique étrangère européenne. Et il faut dire que quand nous avons pris l'initiative d'intervenir ici ou là, ce ne fut pas toujours heureux. Je pense en particulier à l'intervention en Libye. Donc on voit que l'Europe sur le plan international ne pèse pas. Et elle est donc à la fois confrontée à ce faible poids et à cette tension intérieure qui sont bien réelles. L'Europe de 2016, elle est confrontée à un défi majeur. Pourquoi? C'est celui du déficit démocratique. Nous avons fait une Europe technocratique en déphasage par rapport à la population. Nous n'avons pas attendu que la population soit européenne pour faire l'Europe. Et nous avons cru qu'en allant encore plus loin dans le plan économique et financier, avec l'union monétaire, nous allions obtenir cette adhésion populaire. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. Et je crois que c'est une erreur fondamentale. On prête à Monnet, mais il semblerait que les mots ne soient pas de lui, que si c'était à refaire, il commencerait par la culture, au lieu de commencer par l'économie. Et nous avons été dans le volet le plus difficile à comprendre pour la population, qui est celui de l'argent, celui de la finance, celui de la monnaie. Je crois que là, nous avons commis une erreur. Alors,
Ce n'est pas parce que nous avons commis une erreur qu'il faut dire maintenant alors on arrête tout et c'est fini avec l'Europe, mais il faut oser donner un fameux coup de barre à ce paquebot qu'est l'Europe. Étienne de Calatège, je vous remercie pour tous ces éclaircissements et à une prochaine fois. Merci.